Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour, Lambert Wilson et Jean-Pierre Daroussin bénéficient du même talent, mais d'une médiatisation illégale. Devenu parolier à la demande d'un interprète qui lui ressemble comme un frère, Lambert Wilson dément que Nicolas Sarkozy lui ait inspiré ses couplets sur la rupture, regrette que le français soit une langue aussi difficile à chanter et qu'on le confonde aussi souvent avec Christophe Lambert. Vous saurez à peu près tout de lui, qu'il apprécie de tourner avec des comédiennes sachant bien embrasser, que la publicité qu'il a faite pour une grande banque ne l'a pas vraiment enrichi, et qu'à force de volonté, il est parvenu à réduire le nombre de superstitions qui, naguère, l'obligeaient à arriver très en avance sur ses lieux de travail. Je vais vous placer en garde à vue puisque c'est notre nouveau rituel. Rassurez-vous, ça se passe bien. Nous sommes des gens de bonne compagnie. Il n'y aura pas de sandwich, mais il n'y aura pas de questions véritablement gênantes. Je suis prêt à tout. Et il n'y a plus la lumière qui va avec, mais bon, on a épuisé le crédit pour les fils. Il a plus sa lampe de camping, il ne peut aller faire la nuit avec sa torche. Oh, écoute, franchement, il y a Lambert Wilson, il fait des trucs comme ça. Pourquoi je suis prêt à tout, il n'y a pas de problème, on peut tout me dire. Vous ne serez pas déçus. Lambert Wilson, Oui. Au cinéma, préférez-vous les partenaires qui embrassent bien? Ah oui. Oui. Et là, je suis en train de tourner avec une partenaire qui embrasse très 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 bien, qui s'appelle Pascal Elbé. Ah oui, Parce que on fait un film où on est en couple. Non, j'ai aussi une partenaire sublime qui est espagnole et qui s'appelle Pilar López de Ayala. Et en fait, non mais parce que dans l'histoire du film, c'est un peu compliqué, mais Pascal Elbé a dit qu'il avait renoncé à un film avec Monica Bellucci et Sophie Marceau pour se retrouver, dedans. dans mes bras. Vous embrassez les deux? Oui. Oh, C'est moderne. alors. Oh oui. C'est Là, moderne. pour du bol, hein, franchement. Est-ce que il vous arrive, par conscience professionnelle, de répéter chez vous des scènes de baisers? Non, mais j'imagine que tous les acteurs qui ont commencé à un moment donné ont fait les baisers face à leur miroir vers 15 ans. Ça s'arrête à 15 ans et demi généralement, mais j'ai dû passer par cette phase. Oui, Il y a aussi des très consciencieux qui vivent avec la partenaire qu'on leur a offerte. Hein. Pour s'entraîner, pour travailler. Oui, et puis parce qu'ils se sont laissés prendre par le scénario. Est-ce que vous tombez amoureux des actrices que vous devez contractuellement C'est tenir difficile dans de vos pas tomber bras? amoureux de Monica Bellucci, Sophie Marceau, Demi Moore, Sharon Stone, Halle Berry, Jane Oui, Fonda. sinon qu'il y a, Demi-Moore, il y a déjà du monde dans le lit. Hein. Demi Moore, oui. Demi Moore. Il y a du monde dans le lit, on fait la place. Moi, c'est Albé. J'aime bien son mari, à Demi Moore. Albéry aussi, ouais. Halle Berry, ah oui, elle est vraiment très très belle. Elle est Très belle, mais alors elle est enceinte jusqu'aux yeux en ce moment, hein, je vous le Et signale. alors Peut-être êtes-vous le papa, qui sait. Mais arrêtez de lui dire ça, le pauvre enfant. Mais pourquoi le pauvre? parce que- Mais il est ravi qu'on lui dise ça, voyons. Mais qui ne serait pas? Est-ce que les professionnels de la séduction, je veux parler des comédiennes, ont une façon encore crédible de dire « je t'aime » à la ville? Je crois qu'il faut qu'elles le toujours se disent méfier tellement, il faut hein. toujours se méfier des acteurs et des actrices de toute façon, Oui, quand même, oui. à un moment donné. Je crois que c'est pas une équipe très recommandable quand même. Il y a un moment donné, on passe notre vie à simuler. Oui, à simuler le mieux possible avec le plus de sincérité possible. Et je crois qu'à un moment donné, on est des êtres, oui, effectivement, comme je disais, peu recommandables. Et moi, mes copines, quand elles tombent amoureuses des acteurs, je leur dis stop, partez. C'est
Non, c'est parce qu'il y a une confusion un petit peu entre la réalité et on le voit sauf, souvent, effectivement, quand les gens sont bien dans leur tête et qui sont... mais y a-t-il beaucoup d'acteurs qui sont bien dans leur tête? Quel plaisir vous apportent les rôles de salauds? Grand plaisir, simplement le risque de finalement qu'il y ait confusion dans l'esprit du public. Et de juger moins sympathique. Ouais, mais c'est vrai qu'on on est comme des enfants. On aime bien être aimé, on aime bien avoir le rôle du gentil parce qu'on a envie que les gens vous aiment et qu'à un moment donné, même si les rôles sont plus croustillants quand ils sont méchants. Ah ouais. Moi, il y a un acteur que j'admire par-dessus tout, c'est cet acteur américain qui jouait dans Eve de Mankiewicz, c'est George Sanders, qui a fait vraiment plein de rôles sublimes de méchants. C'est un acteur sublime, mais simplement il était détesté du public parce qu'il était alors. Il paraît qu'au temps du boulevard du crime, et là au théâtre on y croit encore plus, le public attendait le salaud de la pièce pour lui. Et le maillon faible, moi vous croyez pendant 6 ans j'ai vécu quoi? C'est difficile, non? C'est très difficile. Maintenant, ça commence à s'atténuer pendant. Il y a une confusion. Il y a une confusion. Les gens aiment bien vous détester. Et puis, alors, c'est pour ça qu'il faut alterner. Moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire. Là, je fais un gentil docteur. Et voilà. Ah, mais c'est pas mal l'homme que le public aime haïr. Hein. Il y en a un qui a fait sa carrière là-dessus. C'était Von Stroheim. Hein. Oui. Il avait la gueule pour encore. Est-ce que la publicité que vous avez tournée pour une banque a enrichi substantiellement votre compte? Vous savez, je vais vous dire pourquoi je l'ai faite. Je fais de la production, moi. Et en fait, la production de spectacles, parfois, c'est un exercice très risqué. Et qu'en fait, j'étais très content, après avoir eu une expérience sur scène passionnante mais peu lucrative, d'avoir écoutez, vous étiez formidable là-dedans parce qu'en plus il y a très peu de texte, hein. Il y a des mimiques, on comprend pas exactement, sinon que vous êtes angoissé au début et tout à fait heureux à la fin. Regardé, oui. Mais c'était assez rigolo à faire. Regardez-vous, c'est un grand moment. Surtout quand vous mangez ventre écharpe. Ah oui, vous mangez vous l'avez vachement étudié. En fait, elle est amoureuse. C'est Monsieur Ribes, qui est quand même un type très sympa et un grand metteur en scène qui nous a. Il vous a mis en scène. Il nous a mis en scène. La voix d'Arditi. Absolument. Oui. Et en fait, moi, j'ai pas honte à faire de la publicité parce que moment on sait pourquoi on l'a fait. On l'a fait effectivement pour gagner de l'argent et en l'occurrence, c'était. C'est payé. Bah heureusement. Oui. Voilà, mais fallait le dire. Mais on vous en a jamais proposé, Fifi, de la pub? Si, mais j'ai pas le droit. Moi, je suis journaliste. J'ai lu une interview récemment du fameux Clooney qui dit on lui demandait pourquoi est-ce qu'avec tous les films et tout l'argent que vous gagnez avec vos films, vous continuez à faire la publicité pour une marque de café ou d'un système. C'est qu'il dit que ça lui permet de faire d'autres films en tant que producteur, de développer des projets plus compliqués. À un moment donné, si ça peut servir à ça, que c'est pas désolant. Surtout quand on fait de la pub pour une banque, ça doit douiller, hein. Non, pas plus que ça. Ils ont pas Philippe, je vous aurais bien vu faire de la pub pour le père Dodu. Non, ce qui douille, c'est pas les banques. Hein, non, c'est les produits cosmétiques. C'est les filles qui gagnent de l'argent. Quand j'étais jeune, le bâton de berger, ça m'aurait tenté. Allez, suite des grosses têtes de l'été, avec cet après-midi une émission du 19 novembre dernier. Il y avait dans le grand studio Laurence Boccolini, Pierre Bellemare, Jean Amadou, Bernard Mabie, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Lambert Wilson, pour l'album Loin. Vous avez vu qu'il y a une interview de Johnny ce matin dans Voici? Oui. Alors, pas lu. Justement, lui, on lui dit, mais pourquoi vous faites de la pub pour Optique 2000? Oui. Il dit que c'est pas très rock. Il dit, c'est quand même mieux que si j'avais fait de la pub pour les McDo. Bon, oui. En le disant, il en fait, finalement, il mentionne le nom. Oui. Voilà. Est-ce qu'il est payé? Voilà, exactement. Vous avez vu le titre de son dernier album? Oui. C'est de la pub déguisée, c'est Always. C'est pour les serviettes hygiéniques. C'est vrai que c'est très gênant. On lui dit pourquoi c'est dans Voici où il pose les bonnes questions. Pourquoi pas un spot pour une marque de pyjama tant qu'on y est? Et il répond, ah non, pas les pyjamas. Oui. D'abord, je n'en porte pas, je dors nu parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver la nuit. Il faut toujours être prêt. Le pyjama, non. C'est une envie de faire pipi. Ça empêche rien, le pyjama. Pour sauver rapidement. Oui, c'est une envie de faire pipi, des trucs comme ça, ouais. Ce qui nous fait croire. Non, ce qui est très rare. Comme pub, c'est la pub avec les vieux. Hein? Moi, j'ai eu la chance de faire une pub de vieux, c'est très rare. Oh, dites pas ça, Pierre. Ah non, mais c'est vrai. Ça fait ça quand c'était jeune. Parce que le thème, j'ai fait ça relativement jeune, il y a 20 ans. Ah ouais, c'est ça, ouais. Le thème, c'était la pile qui ne s'use que si l'on s'en sert. Et donc, forcément, comme on était inusables, on était une bonne représentation pour
pour l'annonceur, vous voyez ce que je veux dire. C'est intéressant, ça. Ah oui, oui, oui. Mais tout ce que vous dites est intéressant. Ah oui, je le sais, merci, mais... T'as pas fait mais alors, et Tapi, lui, il avait fait la même pub, mais avec la pile dans le dos. Oui. Et on voit qu'il l'a toujours. T'as pas fait le siège qui monte aux escaliers? Non, ça, j'ai pas fait ça. Mais ça, alors là, non. Là, par contre, c'est un autre âge encore. C'est l'âge dépassé. Ah bon? C'est l'âge dépassé. Ah, c'est pour dans 2 mois, alors. C'est dans 2 ans. 2 ans seulement. Et t'as pas fait le petit vieux en déambulateur avec gling 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 dans le couloir de l'hôpital? Ça aussi, c'est l'âge dépassé. Ça, c'est beaucoup plus loin. On les voit tout de suite. Hein. Ils sont payés de moins en moins, d'ailleurs, là. Alors, je saluais votre dernière visite, le comédien devenu chanteur. Maintenant, je salue le chanteur devenu parolier. Bon, si. Ah non, c'est vraiment un exercice d'écolier, là, pour le coup. Oui, ça c'est vrai. On fera une explication de texte tout à l'heure. Mais enfin, c'est pas déshonorant, hein. Alors, c'est Sarkozy qui vous a inspiré le thème, puisqu'il s'agit de rupture, hein. C'est la société, c'est mes parents. En fait, c'était simplement les 2 notes du refrain qui m'ont inspiré ces 2 mots, trop tard. Puis après, je me dis, trop tard, qu'est-ce que je peux faire à partir de trop tard? Je me suis dit, c'est quelqu'un qui veut partir, qui en a marre de rester. Et puis finalement, voilà, c'est devenu l'histoire de quelqu'un qui dit, je veux être qui je suis, je veux pas plaire à la société, ni à mes parents, ni à la presse, ni tout ça. Je veux enfin être qui je suis. C'est un cri d'adolescent que je pousse à 49 ans. Oui, je l'ai dit. Après peut-être un chagrin d'amour. Ça fait un moment quand même que je suis dans les parades. Après un chagrin d'amour. Aussi, oui, parce que c'est aussi quelqu'un qui a, on sent que c'est adressé à quelqu'un qui a pu héberger la personne qui le dit, en tout cas. Oui, mais alors, il y a une femme ou plusieurs? Parce que vous dites, vous ne pourrez me retenir, vous n'aurez vraiment rien compris. Non, c'est une femme qu'on vous voit. Ah bon, parce que vous n'êtes pas très intime ou parce que vous êtes fâché? Parce qu'on la respecte. Ah bon? Il dit vous, comme Bernard-Henri Lévy avec Ariel Dombal. Voilà. Ah, il lui dit vous? Mais je croyais qu'ils étaient à tu et à toi. Non, ils se disent vous. On les appelle cul et chemise. Bien sûr. Je vais vous la montrer, ma grosse. Vous savez, ça change tout. Le général, vous voyez Antivonne. Ah oui, mais c'est pas. Et Chirac, vous voyez Bernadette. Oui, voilà, il a la voix toujours, d'ailleurs. Surtout que là, il a le temps de faire des phrases un peu longues. Il la voit moins parce qu'elle sort beaucoup. Ah, c'est sexy. Hein, vous avez vu au Conseil constitutionnel les 2? Mais qui peuvent pas se blairer. Alors, trop tard, vous ne pourrez me retenir. Jamais je ne veux revenir. Et loin de vous, je dois m'enfuir. Ah, parce que c'est lui qui part, hein. Ben oui. Ah. Ça fait une demi-heure qu'il vous le dit. Ça fait une demi-heure qu'on vous dit que c'est un type qui part. Oui. Ça veut dire qu'il s'en va. C'est une rupture. Il avait affaire à une cruche quand même. Mais non. Parce qu'il lui dit, vous n'aurez vraiment rien compris. Vous n'aurez eu que du mépris, rien appris, rien saisi. En tout cas, compris, mépris et appris. C'est 3 rimes riches. Oui. Parce qu'il y a la consonne d'appui. Il y a même 2 consonnes d'appui. Merci, Jean. Il n'y en a pas des masses. Hein. Et alors après, ça se gâte un peu, ça devient un peu plus familier, mais très explicite. Trop tard, je m'en vais, j'en ai vraiment trop marre. Ouais, après, il y a toute une série de rimes rime pas riches avec Mar. Si, il y a Ah, d'accord. Mais, voilà. Je mange un tartare et je me barre. Mais j'ai essayé celle-là, parce qu'on prend J'en ai plein de calbars. Mais moi, c'était des verres de mialitan, c'est ça, on appelle ça des verres de mialitan. J'ai fait ça dans une laverie à Milan, en attendant que le linge sèche. Ah, dans une laverie, vous avez écrit ça, faut le dire tout le temps, ça. Voilà, où on a écrit une chanson, parce que les gens pensent que c'est avec, chez vous, à la bougie. Non, c'est dans une laverie à Milan. Mais à Milan, quand même, à Milan. Ah, bah, à Milan, ça pose, Milan. Est-ce que le métier de parolier exige beaucoup de vocabulaire? Apparemment, non. Non, mais un bon dictionnaire de rimes, ça peut aider. Hein. Ah oui. Mais alors, parfois, la rime cause des dégâts. Ah. Là, j'ai noté dans une chanson qui n'est pas de vous, mais qui figure à votre répertoire. Oh mince. Elle est partie faire les manèges. Bon. Avec un homme au nom de neige. Alors là, l'homme au nom de neige. C'est pas terrible. C'est écrit dans un. C'est pourtant écrit par un grand monsieur qui est Boris Bergman, qui a fait des choses. Écrit dans un sac à sec. Bon, Victor Hugo aussi, on a fait ce qu'on appelle des chevilles. Faut combler le bout de la rime. Ouais. Ah ben l'image est belle. Il fabriquait des mots. Jerry Madette. Souvenez-vous de Jerry Madette. Vous parlez du Bergman de Bachung? Absolument. Il a commis 3 chansons pour l'album et je trouve que il fait des belles images, parce qu'un homme au nom de neige, moi je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'aime bien. C'est un drogué.
Pourquoi? La neige. Au nom de neige. 3, c'est trop pour le tango, et 2, c'est quelquefois trop. Il y a 2 tables de la loi. Il y a que 2, pardon, pas 3. C'est Bergman, ça? C'est Bergman aussi. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, mais c'est pas lui qui avait écrit détective. Un verre n'a pas besoin d'être compréhensible pour être beau. Il faut qu'il soit rempli, vous dira Perroni. Oui, c'est vrai. Voilà, il suffit qu'il soit bien chanté. Il y a un vers de Baudelaire, pardon. C'est « Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre ». Ça veut rien dire du tout. Et c'est magnifique. Un rêve de pierre. Sublime. Ouais. Je vous conseille alors une phrase qui veut rien dire du tout. Ah, bah c'est bien. Quand vous n'aimez pas quelque chose et qu'on vous le soumet, vous dites simplement « J'en connais de meilleurs qui vous valent pas ». Uniquement ça. Ça ne veut rien dire et ça fait plaisir. J'en connais de meilleurs qui ne vous valent pas. C'était Jouvet quand il allait dans des théâtres. Il allait rarement avoir des représentations au théâtre où il n'était pas. Et quand il y allait, il avait une formule, il rentrait dans la loge des comédiens, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Et là, il savait pas très bien. Moi, j'entends ça quand on Jouvet disait la même chose. Ça ne me rassure pas tellement. C'est horrible. Comédien, chanteur, c'est Lambert Wilson, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard pour les grosses têtes de l'été. Il était donc dans notre grand studio le 19 novembre dernier. Lambert Wilson, vous confondons parfois avec Christophe Lambert. C'est pas qu'on me confond avec Christophe Lambert, c'est qu'on continue 30 ans plus tard à m'appeler Christophe. C'est fou. Mais voilà, c'est parce que Lambert n'est pas entré dans l'esprit français comme étant un prénom. Saint-Lambert, 17 septembre, j'insiste, patron de la ville de Liège. C'est un prénom, donc voilà. Mais c'est terrible parce que même mes disques sont rangés dans les casiers, dans les magasins de disques à la lettre L et pas à la lettre W. Il arrive à Sophie Marceau de se tromper. Ben, on devait tourner vous imaginez, elle m'a proposé de tourner dans ce film-là. Mais si on l'appelle Lambert, voilà, c'est pas un problème, c'est son nom. Vous avez dit que c'était un saint belge, Lambert? C'est un saint belge. Je pensais que c'était basque, moi, parce que Lambert est basque. C'était juste pour faire ça. La première citation vient d'Évreux, où habite Monsieur Bourbin, qui a dit « Le slip est au sexe de l'homme, ce que le rideau est au théâtre, à la différence près qu'il n'y a pas toujours les 3 coups. » Frédéric Dard? Frédéric Dard, oui. Non. Sim? Non, mais nous le connaissons Jean-Yann? bien. Non, et il est toujours de ce monde. Olivier de Kersauzon? C'est Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est joli comme phrase, hein? Oui. Ouais, bon. Oh, il a le temps de réfléchir sur son bateau. Moi aussi, je pars en bateau, pareil. Il en profite qu'il n'est pas là pour dire des conneries pareilles. Ah non, si tu partais en bateau. Oh, bah, j'en sors 50 des comme ça. Et la deuxième citation envoyée par Monsieur Volant, Damien, qui a dit « Il y a des gens qui ne passent une bonne soirée au théâtre que s'ils peuvent dire en sortant, c'était vraiment idiot. » C'est vieux, c'est mort. C'est mort. Alors, c'est vieux, c'est mort, mais c'est toujours valable, hein, ça. Oui, d'accord, Tristan Bernard. Non, c'est plus vieux encore. Bernard Shaw. Non, et c'est de chez nous. C'est Chanteline. Non. Fédot. Non. Même époque. Jules Renard. Jules Renard. Un doublé de Bernard Mabille. Très en forme. Oh, bien, t'es en forme, hein. Dites donc, j'ai regardé les métiers que vous avez exercés, qu'on vous a fait exercer au cinéma, c'est une grande diversité, hein. Ouais, est-ce que ça exige chaque fois une préparation spéciale, une petite documentation? Souvent, mais là, je viens de le faire avec le film pour lequel je suis en train de travailler, qui était donc le rôle d'un pédiatre, et j'ai passé une journée chez un pédiatre, et j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit finalement, je l'ai pas fait assez avant. Habillé en enfant? Non. Non, j'étais pas. Non, j'étais. Vous avez joué au cube? mais non, alors attendez, je résume. Vous avez été guide de haute montagne. Là, j'ai fait un entraînement de guide de haute montagne. Ah bah c'est normal. Ah oui. J'ai été. Vous avez l'habitude au théâtre, il y a toujours des rappels. Oh, joli. Ça vous dit point, ça vous dit point. Il n'est pas le dernier pour la déconne, ça y va, ça. J'ai été. Par exemple, j'ai travaillé dans Rendez-vous Téchiné dans un théâtre érotique dans un filet au-dessus du public. Ça, j'ai pas fait de travail préparatoire, par exemple. J'ai improvisé complètement. Ah, c'était les 2 boules, hein. Exactement. C'était les 2 boules. Tu fais venir avec un imperméable, hein. Oui, mais j'ai travaillé. Je n'irai pas plus loin. Vous rigolez, mais il y avait un théâtre à Paris érotique. Les deux. Vous aviez fait la critique. C'était là. Philippe, vous avez fait la critique. Pendant des années dans Paris Stop. Attendez, j'avais fait 3 lignes, ils s'en sont servis pendant 20 ans. Ah bah oui. J'avais l'air d'être un pervers habitué. Et en fait, comme les acteurs s'escrimaient dans un
défilait au-dessus des premiers rangs, on avait droit à un imperméable. Je me suis escrimé. Alors ensuite... Fantôme, ça, il n'y a pas de formation pour les fantômes. Dans quoi j'ai été fantôme, moi? Oui, fantôme dans Julia. Pardon, fantôme dans Rendez-vous. Ah bah il y a qu'à regarder. Mais c'est dans le même film, il était fantôme après avoir été acteur. Photographe de presse. Photographe de presse, tout le monde s'est fait à clic-clac. Ah oui, c'était rapide. Oui, bah faut un canapé, hein. C'était quel film? Bien aussi. Un flic pervers. Alors là, il y a une double qualification. Ah oui, c'est un pléonasme. Dans l'homme aux yeux d'argent du regretté Pierre Granet-Dufay. Ah ouais. Un flic pervers. Aucune préparation là. Avec Trintignant. Gigolo. Oh bah ça. Gigolo de nature. Ça vient tout seul. C'est un rêve d'adolescent. C'est le rêve de tous les acteurs. Oh, pas seulement acteurs. Pas seulement acteurs, c'est le rêve de tous les hommes. Oh là 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 là. Ah, quelle beauté. Dans quoi j'ai été gigolo? Même, je me souviens absolument pas des films que j'ai tournés. Vous auriez aimé être gigolo, vous, les uns et les autres, là? Ça dépend avec qui. Se faire entretenir, c'est le rêve, quand même. Mais là, vous êtes sûr qu'une femme vous aime pour vous-même? C'est pas... Gigolo de Monica Bellucci, je veux bien, moi. Tu vois dans quel état a fini Massimo Gardia, t'as pas envie, quoi. Il était gigolo, lui? À peine, attends, il a fait que ça. Ouais. Il s'en cache pas, d'ailleurs. Ou enfin, il n'y a pas de preuve. Dans quoi j'étais gigolo? C'était pas regardante. Philippe? Vous étiez gigolo dans Corps et Bien. Oh là là. Je m'en souviens même pas. Non, c'est fou. Moi, je me souviens de tous vos films comme si je les avais vus hier. C'est dommage que les auditeurs ne voient pas l'expression de Philippe quand il dit ça, quand même. Il n'y a pas des métiers qui vous semblent rédhibitoires et où vous puissiez dire aux producteurs, aux metteurs en scène, non, ça, je serais pas capable. Bah, ça dépend. Quand j'étais petit, j'avais rêvé d'être vétérinaire jusqu'au moment où j'ai vu une fouille. Vous savez, les vaches et les juments. Si j'avais à le faire dans un film, une fouille. Il faut avoir le bras long. Il y a un gant aussi. Il y a un gant qui monte jusque-là. Là, il y a des trucs un peu dégueulasses comme ça, je sais pas si. Gynécologue, par exemple. Pourriez gynécologue? Tu mets pas le bras. J'étais gastro-entérologue dans un film. J'étais gastro-entérologue. Pas mal. Et dans un film, effectivement, qui s'appelle Gentil, où on avait des trucs un peu limite à faire quand même aussi. C'était un peu proctologue sur les bords, si je puis dire. Oui, on parlait des choses. Les choses étaient clairement dites en tout cas. Sinon montrées. Elles étaient même montrées d'ailleurs. Ah oui. C'est Kouchner qui est gastro-entérologue. Bernard Kouchner, oui, c'est sa spécialité. Ah bon? Ah oui. C'est pour ça qu'il mange du riz. Ça colmate. Il était. Si tu manges du riz, tu vas pas beaucoup. Non, mais c'est vrai. Il vient de là. Il vient de là, oui. Ah, dites donc. Ah, je crois qu'il est urgentiste, moi. Ah non. Ah bah je me suis trompé, d'accord. Non, il est urgentiste dans la politique. En ce moment, oui. Mais... Oh bah il se presse pas beaucoup. Question de Monsieur Lucas. Dans la mythologie grecque, quelle particularité physique caractérisait le fils d'Aphrodite, la déesse de l'amour? Il en avait une énorme. Oui, et comment s'appelait-il? Il s'appelait Priape. Il s'appelait Priape et il en avait une énorme. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est chic. Comment s'appelait la mère? Aphrodite? C'est encore plus chic, ça. Et d'où le nom d'ailleurs de cette affection, le priapisme, dont paraît-il était affligé. Il y a des soirs où il s'en réjouissait plutôt, Napoléon III. Ah bon? Ah oui. Je crois que c'est horriblement douloureux. C'est rigolo de temps en temps, mais le reste du temps. Quel est le contraire de priapisme? Ma bille. Celle-là, je te l'ai tendue, alors. Ah oui, là. C'est un tunnel. On l'avait tendu pour la dernière fois. Non, mais le pauvre Napoléon III, tout le monde y pensait. Il paraît que le roi d'Espagne même aussi. le Canari. Hein. Le roi d'Espagne aussi, ça s'appelle la maladie des Bourbons. Ah oui, c'est vrai. Quel roi d'Espagne? Ah oui, Carlos. Tu veux dire que le président du Venezuela a failli y passer? Il y a également dans cette même région l'éléphantiasme qui existe aussi. Ah oui? Ah oui. Ah oui, mais c'est pas le même niveau du corps. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus, à l'époque de Napoléon III, si on se souvient des tableaux, ils portaient des trucs très serrés. Des trucs très serrés, oui, qui est très... Non? Oui, oui. L'éléphantiasme. C'est-à-dire qu'il l'a comme une trompe. Oui, absolument. Mais comment tu fais pour Je entrer crois les que les femmes descentes? peuvent avaient cette chose. Mais les fantaisistes, c'est les chevilles. Mais oui, c'est
affreux, c'est affreux. Si. Vous avez cru, pas seulement. Ça, on vous l'a dit, parce que vous avez toujours une très grosse cheville, mais ça c'est autre chose. Vous avez cru que c'était vous n'avez pas vu ma trompe? Bah oui. Vous savez ce qu'on appelle la patte d'éléphant, ça je le sais bien, oui. Dans une petite ville comme ça, il y a un monsieur qui rentre dans une pharmacie, il s'adresse à la pharmacienne, il dit, écoutez, je suis très gêné de vous dire ça, mais le priapisme, c'est terrifiant, parce que vous n'avez pas quelque chose à me donner pour que ça cesse un peu. Attendez, je reviens, je vais demander à ma sœur. Elle revient, elle fait 1500 € par mois et Logis nourri, ça vous va? Suite des grosses têtes de l'été sur RTL et RTL.fr. Retour de Philippe Bouvard, les sociétaires, Laurence Boccolini, Pierre Bellemare, Jean Amadou, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur jusqu'à 17h. C'est celui qui venait vous présenter son bel album, Loin, le 19 novembre dernier, Lambert Wilson. Nous avons reçu dernièrement, pour un livre qui nous avait beaucoup plu, votre cher papa. Ouais. George Wilson, qui nous a fait d'ailleurs un numéro extraordinaire. Je n'en doute pas une seconde. Ah mais vraiment, c'est formidable. On a bu du petit lait avec parfois une goutte de vitriol sans doute pendant 1h30 et je vais vous faire entendre, parce que peut-être que vous ne l'avez pas écouté ce jour-là, un souvenir qu'il avait gardé du président René Coty, qui recevait à l'ambassade de France à Rome une troupe de théâtre dont il faisait partie. Cazares, Sorano, Villa, nous étions en tournée là. Alors on nous avait convoqués à l'ambassade de France au Palais Farnèse. C'est un plancher un petit peu en pente. C'est important. Nous on était tout à fait en haut. Et alors il arrive, et alors il nous regarde tous, le président. Il voit Villard et il lui dit « Monsieur le président de la presse française ». Là, Villard nous regarde et il me dit « Mais ça va pas être facile quand même. Je dois vous dire que je remercie ici les correspondants, les secrétaires des correspondants, les dactylos, le personnel d'accueil. Alors, le personnel d'accueil, quel succès, monsieur le président de la presse française. Et on entend C'était Maria qui s'empêchait de rire. Mais, quand elle s'empêche de rire, Maria, elle fait pipi. Et on a assisté à la fin du discours du président de la République française avec une rigole. Car la pièce était en fond, comme ça, que tout le monde a regardé, passer, et elle... Ce qui est étonnant quand on l'écoute, c'est que... Moi qui le vois souvent, qui l'ai vu pas plus tard qu'hier, c'est que quand il est chez lui, il fait la gueule, il est déprimé parce qu'il n'est pas sur scène, parce qu'il ceci... Et il va être sur scène bientôt parce que je vais le mettre en scène dans Bérénice. Mais... quand il est avec les gens et surtout quand il est avec un public, tout de suite, il a une énergie, un sens du rire et du divertissement qui est incroyable. À chaque fois, ça m'épate. Un jour, j'étais arrivé à une répétition de La Cerisay, alors que je l'avais vu la veille se traînant dans la dépression, tout va mal, etc. Je suis arrivé, il était en train de parler à ses acteurs, c'était un jeune homme, il faisait des plaisanteries, il était en pleine forme. Et c'est ça le miracle du théâtre aussi, c'est-à-dire celui du public et du rapport à un auditoire et à voilà, la magie du théâtre. Il faut se méfier des nouvelles qui apparaissent maintenant dans les rubriques consacrées à la télévision, qui sont généralement d'ailleurs très bien faites et assez chaudes, parce que il y a des trublions qu'on n'identifie pas tout de suite comme étant précisément diligentés par des émissions de télévision. Alors je vais vous donner deux cas. Ouais. Par exemple, La Croix a mis pour illustrer un très grand article sur les grèves, deux militantes présumées cégétistes qui avaient un bonnet noir au ras des sourcils, le porte-voix aux lèvres, et en fait c'était des acteurs d'une émission qui étaient venus non pas perturber, mais se mêler à une manifestation. Enfin, un canular, quoi, finalement. Et ça s'est répété le lendemain. Et alors là, c'était dans Le Monde qui signalait que, au moment de la proclamation du
prix féminin, il y avait une militante féministe en soutien-gorge noir, en Barésie, qui s'était présentée comme avocate du féminisme. Et là aussi, il s'agissait d'une fausse militante, comédienne et humoriste qui venait pour les besoins d'une émission. Donc attention à ce que vous regardez. Hein. On peut plus faire confiance. Hein. Oui. Dans les manifestations, il faut donc bien regarder à côté droite s'il n'y aurait pas par hasard des figurants. Ah, ouais. Oui. Ne quittons pas la télévision sans que je vous fasse un Boccolini-rama. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur vous en ce moment, chère Laurence. Hein. D'abord, que vous voudriez bien présenter une émission sur les fantômes et que pour cela, vous passeriez la nuit dans un lieu hanté. Ouais, ça c'est un projet que j'ai depuis 3 ans. Ouais, sur quelle chaîne pour les fantômes? C'est très joli. J'avais proposé ça à TF1 et maintenant je pense qu'on va le faire sur le câble. C'est un concept. Je m'enferme pendant une nuit entière avec quelqu'un d'une célébrité qui volontaire. C'est ce que vous dites à votre mari, ça. Bah quand c'est avec Madame de Fontenay, qu'est-ce qui se passe Et voilà, et on filme tout en caméra infrarouge. Ouais. Après, vous dites que vous n'avez jamais rencontré le nouveau patron de TF1 avant de quitter la chaîne. Je lui ai envoyé un petit mot quand il est arrivé en lui disant bienvenue chez vous. Il vous a répondu? Je ne sais pas si je serai à la conférence de rentrée. Effectivement, je n'y étais pas. Il m'a jamais répondu. Non. Jamais, non, hein. Jamais. Ah oui. Je crois qu'il me connaît même pas. Si vous connaît pas, si vous a pas répondu, si vous a pas reçu, c'est très cohérent tout ça. Hein. Ah totalement. Je pense qu'il non. Mais en fait, il sait peut-être pas que vous avez. Peut-être pas. Parce que c'était avant qu'il soit là que vous. Ah non, j'étais encore là quand il est quand il est. Enfin, arrivé. lui était encore là. Oui. Il était déjà là. Oui, il était déjà là. Oui. Alors c'est vachement clair. Hein. Il venait d'où? C'est ça le problème. Ah bah il venait de chez lui. De chez Sarkozy, non? Non, il mélange tout. Il venait du groupe Bouygues. Ah bah voilà, peut-être. Non, je l'ai jamais rencontré. C'est un Bouygues Boys. Peut-être qu'il a jamais regardé la télé. D'après son nom, d'ailleurs, il devait venir aussi du Vatican, puisqu'il s'appelle Nonce. Nonce Paolini. Alors bon, il n'a pas voulu de vous comme institutrice, mais peut-être que et comme auteur, il voulait plus de vous comme auteur, hein. Ah bah il voulait plus de moi du tout, tous. Du tout. Oui, non, et peut-être que peut-être que Mademoiselle Joubert, ils sont en train de se dire qu'elle va peut-être revenir. Mais ils vous laisseront plus écrire. Non. Pourquoi? Bah peut-être que ça correspond pas à ce qu'il fait au succès de toutes les séries qu'ils sont en train de faire. C'était très bien, quoi. Hein. Oui, mais eux savent faire, donc peut-être qu'ils se disent, c'est pas faire. Ouais, puis surtout, ça mettait des auteurs au chômage, eux qui sont pas comédiens. Hein. Ouais. Voilà. Alors, vous avez dit d'ailleurs que votre nouvel employeur, TMC, était moins généreux que le précédent. Ah bah c'est normal quand même. Dit ça, ce qui me donne représente 1/10 de ce que je touchais quand j'étais sur TF1. Et vous ajoutez, s'il faut manger des nouilles et vivre dans une caravane, je le ferai. Ouais. Bravo. J'ai commencé les nouilles. C'est pas une contrepétrice à manger des nouilles dans une caravane. Il y a eu non, il n'y en a pas. Elle a pas dit secouer les nouilles. Quand tu vois nouilles avec un autre mot, avec un C en général, t'es pas loin quand même. Ah bah oui, c'est pas le même tarif, mais c'est pas grave. Couper les nouilles au sécateur, quand même, tu vois, c'est gain des... Bon, cela dit, il n'y a pas de honte à vivre dans une caravane. Mais pas du tout. Il n'y a qu'une honte, c'est de faire pour moi, c'était de faire quelque chose avec lesquels j'aurais pas été d'accord. Voilà. Donc, là, j'ai vu un bout de ton jeu. Hein. T'as même carrément supprimé les questions. Il n'y a plus de questions, on se marre. Tu fais tomber dans l'eau. C'est pas moi, c'est les murs. Oui, mais c'est ça le truc. Ouais, c'est incroyable, les gens ils viennent pour se marrer pendant une demi-heure, ils hurlent de rire. Vous avez pas vu? Le mur infernal, vous n'avez pas vu? Après, on en reparlera. Oui. Ça marche drôlement fort en plus. C'est bien. Ouais. Vous prenez le mur dans la gueule. Les mecs qui se prennent un mur, ils tombent dans l'autre. Ils viennent pour se prendre des murs. Ah bah oui, mais ça c'est le truc japonais, hein. Mais c'est tout. On n'a pas de prétention. Je dis juste voilà, c'est. De toute façon, quelqu'un qui tombe, c'est la plus. Généralement, c'est la meilleure façon de faire rire les gens. Mal, hein. On n'a jamais trouvé mieux. Oui. Allez, nous retrouvons Lambert Wilson, l'invité d'honneur des grosses têtes de l'été sur RTL. Je reviens à Lambert Wilson, à cette carrière de chanteur qui mène parallèlement à sa carrière d'acteur. Est-ce que je peux oser dire que pour moi c'est la même chose?
C'est le même métier. C'est-à-dire que les acteurs ont toujours chanté, que c'est pas une activité particulière. Oui, sauf qu'on peut pas le faire au même moment, sauf si on joue une comédie musicale. Mais vous savez, en ce moment, je suis en train de tourner un film. Je parle de mon disque et je chante de temps en temps. Et je vais me mettre en scène et jouer au théâtre et repartir tout de suite après en tournée avec loin l'album. Je pense que ça demande un petit peu d'organisation, mais pour moi, c'est pas très éloigné. Non, et puis c'était une tradition sûr. très française, quoi. C'est-à-dire que c'était un truc qui se faisait vraiment, particulièrement avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait les acteurs revenaient de la revue. Moi, j'aime bien cette notion-là de l'éclectisme chez les gens de scène. À partir du moment où on fait de la scène, on n'est pas, ça fait longtemps que je dis, je suis pas peintre, je fais pas des livres de cuisine. Voilà, c'est mon métier de scène, ça fait partie des trucs qu'on peut faire sur scène. Il y a moins de différence entre chanteur et acteur qu'entre chanteur, par exemple, et businessman qui vend du pétrole ou qui fait la promotion des opticiens. Là, c'est très éloigné. Mais parmi les plus grands, Jean Gabin et Fernandel viennent tous les deux de la revue. Oui, sauf que c'était le métier de leur début et qu'ils l'avaient laissé. Gabin chante dans ses films. Si, moi j'ai fait un spectacle sur les chansons du cinéma. Il y a un nombre de films avec Gabin chantant, c'est incroyable. Mais oui, il aimait beaucoup chanter dans ses films. Et Fernandel qui chantait notre hymne Félicie aussi. Ou Ne me dis plus tu. Le plus bel exemple, c'est Reggiani, quand même. Ernestito. De passer du valet de cinéma. Alors, justement, une question de Madame Béranger. Avec quel groupe Maurice Chevalier interpréta-t-il le twist du canotier? Les chaussettes noires. Les chaussettes noires. Absolument. Péroni et Mabille ont répondu en silence. Et Laurence, je vais maintenant associer Laurence à toutes les réponses. Oui, s'il vous plaît. Mais vous pouvez, elle nous inspire. Question de Madame Léger. Que fit Sarah Bernard au moment où on l'emmenait vers la salle d'opération où l'on devait l'amputer? Elle apprenait un texte? Non. Elle déclamait des vers. Ouh là là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Alors, bon, Elle répétait les glons. Non. Et je sais ce que c'est que le sang que je crache. Non. Elle chantait. Elle chantait quoi? La Marseillaise. La Marseillaise. Bravo. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'était l'anesthésie qui commençait à... Très inspiré par Laurence. Oui, voilà. Parce qu'elle était d'un patriotisme forcené, faut le dire. Ah bon? Ah oui. Ah oui. C'était pas le chloroforme, non. Et après son opération, elle a écrit un livre qui s'est pas vendu, qu'on a mis au pilon. Non, attendez, vous savez ce qu'elle a proposé. Vous savez ce qu'elle a proposé quand même après la guerre de 70. Il y a eu la fameuse dette. Oui. Que nous devions aux Allemands. Jolie dette. Elle a proposé, pour le montant de cette dette, d'aller faire une tournée en Allemagne. Et ça a failli marcher. C'est dire la vedette qu'elle était à cette époque. Elle avait fait une tournée avec Barnum aux États-Unis. Et elle voulait, après s'être fait couper la jambe, elle voulait se faire greffer une queue de tigre. Oui, c'est vrai. Non, où ça? Oui, bien sûr. Pas devant, derrière. C'est vrai. T'imagines, maintenant tu vas au bloc opératoire en chantant la Marseillaise. Je l'aurais accroché à mon rétroviseur. Question à Lambert Wilson. Qu'est-ce que la chanson apporte de plus que le théâtre et le cinéma? La musique, pour moi, c'est c'est de la chaleur, c'est indispensable. On fait de la musique dans ma famille comme on parle, comme on respire, parce que c'est un truc de famille, vraiment. C'est mon frère est musicien, il fait du saxophone, il est un musicien de jazz, Georges. Il le dit pas, l'a-t-il dit, il était, pour gagner sa vie, il jouait du saxophone lui aussi avant d'être acteur. Si, nous l'a dit. C'est un truc de famille, je crois que c'est le plaisir de faire de la musique. Faut faire la Starac, Bah oui, pourquoi pas. Ouais. Moi, j'aimerais bien. On parle de musique. Mais pourquoi on ne l'invite pas? Non, ce qui était formidable, c'est les orchestres parfois, de chambre, bien entendu, fait avec une famille, par exemple. C'est fréquent, c'est magnifique. Un truc qui était un grand privilège, c'est que Georges a eu l'idée géniale quand tu avais avec, 12-14 ans, de réunir des amis tous les lundis, c'était des acteurs ou des musiciens, et on a fait un big band de jazz. Et il y avait 20 à 25 musiciens à la maison, qui étaient des gens qui adoraient le jazz et qui se réunissaient simplement pour s'amuser et faire de la musique. Mais je crois que Mabille fait ça chez lui, mais c'est des small bands. Oui, des petites bandes, oui. Oui. J'habite un studio. Oui, alors 25 et on jouait dans le couloir. Mais c'est la chaleur de la musique qu'on fait en direct, quoi. C'est comme un feu de bois. Mais alors vous êtes content quand vous jouez au cinéma puis qu'on met une musique d'accompagnement?
Ça arrive très rarement, et je l'ai fait avec Alain Resnais dans Cœur. Subitement, il a mis de la musique qui était celle qu'on allait avoir dans le vrai film, et j'aimerais toujours effectivement jouer les scènes avec la musique, parce que pour moi le film c'est l'image, mais aussi la musique, les grandes musiques du cinéma. Pour moi ça me fait rêver, ça m'a donné envie d'être un acteur de cinéma, c'est clair. Et surtout là où j'aime la musique, c'est au théâtre, quand on voit des musiciens. Je déteste le théâtre où on met une bande et on entend simplement presque le clic du magnétophone qui se met en route. En revanche, dès qu'il y a des musiciens qui font de la musique, même un seul, même ou quelques-uns, il se passe un truc. Pour moi, c'est chaleureux. Non, mais même un peu. La musique dans le film, c'est vachement important. Regarde, Laurence d'Arabie, tu mets de l'accordéon à la place de la musique, ça peut rien avoir. Non, par exemple, Out of Africa, la musique du film. Voilà. C'est une musique sublime. On a envie. Il suffit. Le pouvoir évocateur de cette musique-là est énorme. On ferme les yeux et on est déjà dans le film. Le pont de la rivière Kwai. Ah oui. Non, mais il y a des musiques. Pour Il était une fois dans l'Ouest, Morricone avait composé la musique avant les scènes. Ah oui. Mais bien sûr. Et les gars évoluaient sur la musique. Je voudrais revenir à Alain Resnais. Alain Resnais choisit son compositeur avant sa distribution. Pour lui, c'est plus important d'avoir le compositeur de son film que d'avoir ses acteurs. C'est ce que fait Lelouch aussi, je crois. Avant de retrouver d'autres grosses têtes et invités d'honneur, après les infos de 17h, retour à l'émission du 19 novembre dernier avec Philippe Bouvard. L'invité d'honneur était Lambert Wilson. Question à Jean Dutour. Bonjour Monsieur Dutour. Bonjour Monsieur Bouvard. Question de Madame Clément. Dans le roman de Flaubert, Madame Bovary, quel est le nom du châtelain qui devint l'amant d'Emma? Rodolphe. Rodolphe comment? Mouchard. Il a un nom de famille, ce Rodolphe. Ah oui. Hitler? Ah non, c'est Adolphe. Rodolphe Wilson. Rodolphe Lambert. C'est un nom normand? C'est un nom bien de chez nous, qui est en même temps une profession très estimable. Plombier. Non, jamais. Boucher. Aristocratique, non? Très sympathique. Non, aristocratique. Il n'est pas aristocratique? Non, pas du tout. Non, il a un château, mais il est... Rodolphe Docteur? Rodolphe Charcutier? Non. Rodolphe Notaire? Boucher, boulanger. Boulanger. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Comme quoi, il n'y a qu'à chercher un peu, Monsieur Dutour. Oh, c'est agaçant de connaître les gens par leur prénom. Bah oui. Question de Madame Moreau. Quel est le titre de la pièce de théâtre que Picasso écrivit en alexandrin? Le désir attrapé par la queue. Le désir attrapé par la queue. Bravo, réponse de Jean Dutour. Merci Jean Dutour, à demain. Jaloux. Je voudrais qu'on ait une pensée émue et amicale pour Élisabeth II et le prince Philippe qui fêtent aujourd'hui leur noces de diamant. Ça fait combien ça? 60 ans de mariage. Oh l'enfant. Ça fait un bail. Il va l'enjamber ce soir, à mon avis. Alors il l'enjambera, comme vous dites élégamment, moche, ça. si on lui donne la nouvelle molécule pour stimuler le désir féminin qu'on vient de mettre au point. C'est-à-dire, c'est le Viagra pour dames. Comment ça s'appelle? Alors, ça n'a pas encore de nom, c'est une espèce de sérotonine, dopamine, adrénaline, qui intervient dans l'allumage des circuits neuronaux. Parce que vous savez que surtout chez la femme... C'est pour les garagistes, c'est un truc de... Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Oui, il n'y a que ça dans la tête, parce qu'il y a de la place, mais ça c'est dans la tête. Et donc, les industriels veulent libérer la femme de ses frustrations sexuelles. Ils ont bien raison. Et l'aider à voir l'homme d'une façon un peu plus favorable. On peut alors en faire prendre en douce. C'est en suppositoire, c'est plus difficile. Écoute, c'est vraiment... Non, on peut en faire prendre en douce, oui, bien sûr. En douce. Oui, c'est le filtre d'amour du Moyen-Âge, quoi. C'est ça. Oui. Et là, elle vous saute dessus, là. Là, ça va rapporter 3 milliards de dollars au bas mot. Tiens, Gisèle, je t'ai fait un petit thé, j'ai mis une pastille dedans, lève ta culotte, ça va chauffer, tu vas voir. Dit par Lambert Wilson, ça sera autre chose. Ça serait plus poétique. Alors, je vous rappelle quand même que le prince Philippe, pour épouser sa belle, il a dû faire des sacrifices. Oui. Quoi? D'abord ses copains, et puis ensuite ses droits à la couronne de Grèce, ses droits à la couronne de Danemark, sa religion orthodoxe. Ça fait beaucoup pour une femme. Et il a changé de nom, il s'est appelé Mountbatten alors que c'était pas son nom. Non, il s'appelait Battenberg.
C'est vrai. Il s'appelait Boulanger, comme dans Emma Bovary. Voilà, non, mais c'est une petite, un petit salut alors, que nous adressons à la souveraine d'un pays. Vous avez pensé à leur envoyer un petit truc? Il était roi de bonne... Grèce, c'est roi du Danemark, lui. Oui, ben alors, on leur envoie des plaisanteries de mauvais goût tous les jours. Il va y avoir un banquet avec Camilla, tout ça. Bien sûr. Camilla, oui. oui. Bien sûr. Il va te torchonner, ça va être bien. Qui a dit « Si je dois 10 centimes au fisc, on vient me saisir. Un jour, les huissiers ont même emporté mes blousons. » Johnny C'est Johnny. Ah. C'est Johnny. C'est Johnny Hallyday. Bonne réponse de Bernard Mabille. L'histoire du jour a été envoyée par monsieur Fayolle de Vimoutier. Histoire inconnue au bataillon. Et racontée par Jean-Jacques Perroni. Alors, c'est un Anglais qui marche le long de la Seine, il fait un faux pas et se retrouve dans l'eau. Comme il ne sait pas nager, il appelle à l'aide. Help, help, help. Deux types passent. Qu'est-ce qu'il dit? C'est de l'anglais. Il appelle à l'aide. Qu'est-ce qu'il est con au lieu d'apprendre à parler anglais? Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Jean-Pierre Daroussin, l'un des 4 copains du film intitulé Le cœur des hommes, est, à n'en pas douter, un homme de cœur. Ayant longtemps souffert d'être cantonné dans des rôles de bénet et de ne pas avoir eu un physique de jeune premier, il se réjouit qu'on lui ait confié le rôle d'un charcutier parce que c'était le métier de son père. Artiste paradoxal, incomparable dans les rôles de Monsieur Tout-le-Monde et totalement atypique. Ancien maoïste ayant toujours refusé de s'inscrire à un parti, il a repoussé par 2 fois les avances de la Comédie Française et il continue à appliquer, dans la vie privée mais aussi dans la vie professionnelle, la fière devise qu'il s'est choisie en entrant dans la vie active, être ambitieux sans être conquérant. Asseyez-vous, monsieur Daroussin, et considérez-vous, mais je suppose que ça vous est déjà arrivé au cinéma, parce que vous avez joué des mauvais garçons, considérez-vous en garde à vue. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Faut-il déduire de ce film que l'amitié est plus solide que l'amour? En tous les cas, c'est certain que ça dure souvent plus longtemps. Puis l'amitié, c'est quelque chose qui peut démarrer dès la plus tendre enfance. Alors que l'amour, quand même, on le découvre un peu plus tard. Et on peut garder ses amis d'enfance tard, ça arrive? Ah oui, oui. Vous y êtes parvenu, vous? Ah, moi, j'ai un ami que je connais depuis... Enfin, lui me connaît depuis qu'il a 6 mois. On est élevés ensemble et on se voit tout le temps, ouais. Bien que n'étant pas dans la même profession. Eh bien si, il est comédien également. Ah, il est comédien, ah ben ça aide alors, hein, ça aide. On a suivi le même chemin. Est-ce qu'un charcutier amoureux a un comportement différent de celui d'un intellectuel dans le même état? Non, je ne pense pas. Le fait de pétrir la chair à saucisse, je pense que ça permet d'avoir un certain doigté, oui, quand même. Ah, vous pensez que le charcutier est plus doué? Écoutez, mon père était lui-même charcutier. Ah oui, donc... Avant-guerre. Avant-guerre, oui. Il a été apprenti charcutier. Je ne sais pas si j'ai hérité de ses qualités, mais... Au début, on vous donnait souvent des rôles d'andouille, d'ailleurs, hein? Très souvent, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Ça doit être un peu lassant. Oui. Maintenant, je préfère effectivement être du côté des cochons. Entretenez-vous vraiment des rapports d'amitié avec vos 3 amis du film? Eh bien, il se trouve que oui. Il se trouve qu'effectivement, quand on a fait le premier, on ne se connaissait pas. Il y a eu vraiment on s'est apprécié très très vite. On a beaucoup ri ensemble, on a beaucoup chanté ensemble aussi. Qu'est-ce que vous chantiez? On chante tout le répertoire parce qu'il se trouve que on a quand même un chanteur parmi nous qui est Marc Lavoine et qui Marc a une mémoire extraordinaire. Il connaît tout le répertoire de la chanson française par cœur. Et donc, dès qu'on a un air dans la tête, le matin au maquillage, il suffit d'avoir, comme ça arrive, de se réveiller avec un petit air dans la tête et qu'on chantonne.
hop, lui, vraiment, il connaît toutes les paroles par cœur et c'est parti. Du coup, on enchaîne sur un autre. Après, enfin bon, de Trenet à Brassens, en passant par Nougaro et toute la chanson française, il connaît tout ça par cœur. Parce qu'on pense toujours que c'est un discours d'attaché de presse, dire ils étaient amis dans la vie, ils se séparent jamais. Il y a vraiment beaucoup de tendresse entre nous. Il y a de la chaleur, on se soutient. Alors on peut voir le numéro 2, puisque c'est déjà un numéro 2, même si on n'a pas vu le numéro 1. Hein. Oui, je pense pas qu'il y ait de mystère. Cela dit, avant de rattraper on n'est pas perdu. Rambo, d'en faire, je sais pas combien il y en a eu de Rambo. 6, 5, non 4. Alors le 5e va sortir. Ouais. C'est Rocky où il y en a eu plus. C'est Rocky 6. Rocky, il y en a eu 6. Oui. Enfin, c'est sur une vingtaine d'années quand même, Rambo. Oui. Alors, vous avez adapté avec Marc Lavoine et à votre manière un tube. Il est mort très jeune d'ailleurs, Rambo. Oui. Ah oui, d'accord. Oh là. Merci de cette précision. Voilà, c'était toujours un point culturel qu'il faut savoir dévoiler dans les moments les plus intenses. Vous avez adopté Guantanamera. En fait, c'est un classique des musiciens qui... Vous avez mis d'autres paroles, non? Ben voilà, c'est-à-dire que c'est effectivement les musiciens en répétition, tout ça, quand ils font la balance ou choses comme ça. Enfin, c'est Marc Lavoine qui nous avait lancé là-dessus. C'est une habitude de faire Guantanamera en disant d'autres paroles. Par exemple c'était Gwyn ta grand-mère, c'est une Gwyn ta grand-mère, Gwyn ta grand-mère. C'est assez dansant, hein. Oui, ça marche très bien. Mais on l'a chanté sur la scène de l'Olympia. La chanson préférée de Bush, c'est Guantanamo, ma ville Guantanamo. Il aime beaucoup ça, oui. Mais on peut décliner beaucoup de choses sur cette chanson, c'est vrai. Avez-vous regretté de refuser par 2 fois l'engagement que vous proposait la Comédie Française? Sur le coup, on est un peu tremblant quand on est jeune acteur et qu'on refuse la Comédie Française. On se dit mais qu'est-ce que je fais, c'est idiot. Mais en même temps, comme moi-même, j'étais en train de faire une troupe et de participer à une aventure qui était formidable, qui était une troupe qui s'appelait le Théâtre du Chapeau Rouge, qu'on faisait avec Catherine Fro et on est et avec Pierre Cradinas et avec d'autres camarades et on écrivait nos pièces, on faisait nos spectacles et tout ça, et donc on était totalement je trouvais l'aventure plus intéressante que de me confier à des maîtres qui allaient m'exploiter, quoi. Oui, mais enfin, vous auriez joué les classiques. Oui, j'aurais joué les classiques, mais il se trouve que moi, ça n'a jamais été... on me propose maintenant, assez souvent même, de reprendre des rôles classiques, et je lis, je suis tenté, et à chaque fois je me dis mais non, c'est pas ça c'est pas ça que je dois faire. Il faut que je fasse de la création contemporaine. C'est ça qui m'intéresse, et à chaque fois je recule. Mis à part Tchekhov, mais Tchekhov c'est pas vraiment classique, donc à chaque fois je recule devant Mais écoutez, vous êtes dans le doute, et comme en droit français, le doute doit profiter à l'accusé. Vous êtes remis en liberté. Suite des grosses têtes de l'été, on remonte le temps puisque nous retrouvons l'émission du 22 octobre autour de Philippe Bouvard des grosses têtes masculines. Pierre Bellemare, Philippe Chevalier, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jean Amadou et celui qui venait parler du film Le cœur des hommes 2, Jean-Pierre Daroussin. Alors une première citation que nous envoie Monsieur Moza, qui a dit « L'amour-propre et l'amour, ça ne va pas ensemble. Si même il y en a un qu'on appelle propre, c'est pour le distinguer de l'autre qui ne l'est pas. » Français mort. Alors, Français mort, auteur dramatique, toujours joué. Guitry. Non, avant Guitry. Et... Feydeau. Bonne réponse de Philippe Chevalier. On t'a bien aidé, Ah, tu t'es quand même... On avait déchuté chez un maître. Quand on pense qu'il est mort fou, le pauvre Feydeau. À l'asile. Oui. Ça se faisait beaucoup à cette époque-là. C'était assez bien de mourir fou. Il y a qui était venu s'asseoir à côté de lui au théâtre en me disant « Monsieur Feydeau, excusez-moi, j'ai loupé le premier acte. Rassurez-vous, il a dit l'auteur aussi. » Tiens, dites donc, j'ai trouvé quelque chose qui peut vous intéresser, Jean Amadou. Oui. C'est la Société des Amis de Georges Clemenceau. Ah, bah, oui. Eh ben, je vais y aller, alors. Alors, ça se tient à Avenue de la Grande Armée, à Paris. Ce qui est logique, oui. Et la société a pour objet de perpétuer le souvenir et d'honorer la mémoire de Georges Clemenceau, ce que vous faites parfait. C'est exactement ce à quoi j'aspire. Tu pourrais être président, alors.
Alors la cotisation est de 50 francs parce que c'est une vieille association. 50 sous. Et vous retrouverez là des gens que vous avez bien connus, comme Jules Cambon, Léon Bérard, le président Gaston Doumergue, qui nous manque énormément. Georges Mandel, le général Mordac. Mordac était le chef d'état-major de Clémenceau. Oui. Pétain, André Tardieu. Pétain. Ah oui, Régine déjà. Il y aura prochainement l'inauguration d'une statue en érection. Non, d'une érection d'une statue. Il y en a déjà une. Il y en a déjà une. Ah, il y en a déjà une, sur les Champs-Élysées. Il y a Clémenceau, ça s'appelle Clémenceau, Churchill et De Gaulle. C'est pas mal comme Il y a même une station de métro, je crois. Ben oui. Ah oui. C'est pas une proposition en l'air que je vous fais. Je parle pas de la statue. Je pensais une seconde que vous pourriez me faire une proposition en l'air, Philippe Allon. Il n'y a pas une association pour la mémoire du docteur Petiot? J'aimerais assez. Mandel était son éminence grise. C'est-à-dire que Georges Mandel faisait tout dans l'ombre de Clémenceau, c'est lui qui s'occupait de tout, et très élégamment, comme toujours d'ailleurs. Clémenceau disait, quand je pète, c'est lui qui pue. C'était assez explicite, mais enfin, on tu comprenait très bien connais tout alors de Clémenceau. C'était le quart d'heure des nouvelles fraîches. Une biographie qui vient de sortir cette semaine, tiens. Alors, nous avons retrouvé dans notre sonothèque, un témoignage de Pierre Perret sur l'amitié absolue qui peut naître dans des endroits qui apparemment n'y prédisposent point. Et c'était Pierre Perret qui nous racontait ce jour-là un souvenir d'enfance. Je me souviens dans le café de ces scènes il y avait le mari, la femme, l'amant, classique. Il venait et tous les soirs, il commençait à se poivrer gentiment. Vers 6h30, 7h du soir, ils arrivaient et ils commençaient à téter consciencieusement. Et c'était un spectacle surréaliste parce que ils réglaient leur compte d'amitié. Parce qu'il y en a un qui disait, tu vois, alors je te ferai jamais ça. Parce que vraiment, t'es mon ami. Et ta femme, je te la prendrai pas. Et l'autre il disait, l'amitié, ça compte plus que tout. Si tu la veux, cette salope, garde-la. Nous retrouvons l'invité d'honneur des grosses têtes de l'été, Jean-Pierre Daroussin, jusqu'à 18h. Est-ce que votre physique vous a privé de certains rôles? Je m'en suis pas préoccupé. Donc donc je peux pas répondre à cette question. Je peux pas vous rendre malheureux si vous ne l'êtes pas. Hein. Non, voilà. Non, pas du tout. Non, c'est quelquefois on rêve quand on est comédien d'incarner les jeunes premiers, ou Cyrano, puis on joue autre chose. Non, j'ai dû toujours m'adapter à ma réalité, sans fantasmer. Je me suis jamais fantasmé en Errol Flynn. Si, comme vous le dites, l'acteur est une éponge, qui fournit le liquide? Eh bien, la rue. Les gens que l'on croise tous les jours. C'est de l'observation que naît la composition des personnages. C'est de l'observation, oui. Enfin, il y a aussi l'auteur, le réalisateur. Eh ben, je pense que lui aussi travaille sur l'observation, déjà. Et donc, c'est une chaîne d'observation qui crée des personnages, oui. Donc, quand les gens n'ont pas beaucoup de talent au cinéma, c'est qu'ils sont pas assez sortis, ils n'ont pas regardé autour d'eux. En tous les cas, je pense que c'est parce qu'ils se sont embrouillés dans des idées préconçues qu'ils pouvaient avoir de leur personnage. Mais bon, la plupart du temps, si on est assez fluide avec effectivement ses émotions et ce qu'on a retiré de sa vie, quand même, franchement, les acteurs sont quand même souvent meilleurs en vieillissant. Vous trouvez? Moi, j'ai l'impression, oui. C'est pour ça que M. Bellemare a fait ses débuts à 75 ans. Et il a été formidable. Moi, j'ai été de l'applaudir. C'était inouï, géant. Enfin, on peut dire le contraire de très très grands acteurs qui ont eu une carrière fulgurante et qui sont morts très jeunes, comme par exemple Gérard Philippe. Hein. Oui. Donc il n'a qu'une carrière jeune. Oui, mais parce qu'on n'a pas vu comment il était quand il était. Non, d'accord. Mais cela dit, on peut pas dire qu'il a fait. Il a fait un sans faute quasiment. Non, James Dean, quand il est mort, Humphrey Bogart a dit, il a eu raison de mourir maintenant parce qu'on se serait vite rendu compte que c'était un mauvais acteur. Oh, mais ça c'est de la jalousie. Humphrey Bogart, c'était pas de la jalousie. Le petit José Lito.
Lito. Prévost, t'as dit ça de qui, excuse-moi? De James Dean. Ah, de James Dean, pardon. Non, mais vous n'avez jamais vu Monsieur Bellemare sur Non, scène. mais je sais que Monsieur Bellemare est un très bon acteur. Écoutez, votre dernière pièce... Oui, je vous en prie. Non, mais attendez. C'était... Oui, en plus, vous aviez des costumes d'époque. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous aviez ressorti vos costumes de jeunesse. Oui. Oui. J'avais ressorti en effet mon vieux costume et ça m'est bien servi. C'était la biche. Tu jouais la biche? Oui, bien sûr. Ah oui. Vous êtes un personnage de la biche. Peut-être, oui. Ah, oui. Mais quand on est un grand conteur, il y a de fortes chances. Ah, mais ce conteur, il l'écrit pas comme vous, hein. Ah là là, je ne répondrai même pas à ces attaques basses et injustes de la part d'un jeune homme, car il est plus jeune que moi, le petit bambin qui est devant vous là-bas. Hein. Deuxième citation. Oui. Excusez-moi. On a le droit de plaisanter, non? C'est pas assez... Ah, si. C'est même recommandé. Sauf sur le téléachat. Là, on n'a pas le droit. Téléachat, c'est sacré. Hein. Ah, ça. Alors, deuxième citation. C'est moi qui vous ai vendu la lampe qui est sur votre bureau, là, qui permet d'éclairer le comédien, je vous rappelle. Ne la cachez pas, elle est très bien. Sauf qu'elle est moche, elle marche pas, mais à part ça... Ah bah c'est lui qui vous l'a vendu, alors. Deuxième citation envoyée par Madame Douchy de la Varenne. Quelle actrice, aujourd'hui disparue, a dit « L'amour peut se passer d'estime, pas l'amitié ». Marilyn Monroe. Arletty. Arletty. Bonne réponse de Jean Amélie. C'est joli, ça, hein? Oui. C'est vrai qu'on peut aimer quelqu'un qu'on n'estime pas. Je sais pas comment on fait, mais enfin... C'est un bon coup. Vous m'expliquerez? Un bon coup. Moi, c'est pas aimer, ça. C'est purement sexuel. Non, mais c'est l'amour sexuel pur. Oh. Mais l'amour, c'est autre chose que ça. Et comme l'amour, c'est une perte de sens critique, paraît-il, bon... Oui, l'amour sexuel, d'accord, toujours. Et alors? Ben non, mais l'amour sexuel, je ne le renie pas. Mais je ne pense pas que l'amour, avec un grand A, puisse se faire avec une... Et avec un grand A. Avec un grand A. Et avec un petit A. On n'estime pas. Avec un petit A, oui, c'est bien. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus maniable avec un petit A. Et on domine plus la situation. Un petit A avec un petit cul, on va faire l'alphabet. Ça peut traîner, je vois que vous volez, que votre amour vole très très bas. Très haut. Pourquoi il y a autre chose que le sexe dans l'amour? Oui, oui, on appelle ça l'amitié à ce moment-là. Viens nos conférences le soir, tu verras. J'ai autre chose à faire. Monsieur Perron. Ah oui, il faut que tu mettes tes glandes à jour, comme tu nous as dit l'autre fois. Ah, il dit ça, mettre ses glandes à jour. Oui, On se met les glandes à jour. Les glandes à jour. Il faut ressonder dans son verre, c'est tout ce qu'il fait. C'est un hygiéniste distingué, finalement, notre ami Jean-Jacques. Quand je pense qu'il y a des jeunes filles qui lui écrivent, avec l'espoir de ne pas le rester, sûrement, hein, mais elles doivent être déçues quand elles arrivent rue Bayard. Ah là là là. Pas du tout. Elles sont jeunes filles, mais elles sont pas forcément jeunes. Hein. Pendant que vous êtes en train de... Pendant que vous êtes en train de dire vos conneries, regardez, moi je l'ai bien observé, Jean-Pierre Daroussin qui dit « Mais dans quel truc je suis mais où je suis ?» Je le savais un peu quand même. C'est vrai que la première fois, ça surprend. Mais alors, au bout de 31 ans, vous faites plus attention. Ah non, mais en arrivant ici, je me suis tout de suite vu qu'il y avait du lourd quand même. Du très lourd. Il est sérieux. Vous faites peut-être partie des auditeurs du bout du monde, alors dites-nous les raisons de votre départ à l'étranger en laissant vos coordonnées sur notre site rtl.fr à la page grosse tête à la rubrique les auditeurs du bout du monde, c'est facile à trouver. Nous vous rappellerons très rapidement bien sûr pour participer à l'émission dès la rentrée avec Philippe Bouvard et ses sociétaires. Vous avez des attaches paysannes et franciliennes en même temps, hein? Oui, je suis comme beaucoup de gens de la région parisienne. Je suis originaire de familles qui sont montées de la campagne, qui étaient des paysans, des Auvergnats et des Berrichons. Des Auvergnats du côté de mon père, Berrichons du côté de ma mère. Mais c'est vrai que mon arrière-grand-père avait pris une ferme en fermage à Courbevoie. Une ferme à Courbevoie. Oui, à cette époque-là. Ferme sur Auto de Paris. Bien sûr. Et votre grand-mère emmenait des chèvres à la Défense? Oui, elle gardait les chèvres à la Défense. Ça aurait été mieux des éléphants, mais enfin... Il est bien. C'est bien.
Mais elle s'était trompée. Attendez, quand on regarde le paysage aujourd'hui, une ferme à Courbevoie, des chèvres à la Défense. Oui, elle a Comme le temps passe. Puisqu'elle a toujours habité à Courbevoie, donc elle a, il y a des elle a éléphants fait rue de tout le passage. Solferino, donc je veux dire, ça va avec ça. Auteuil était un village. Eh oui, les vélos avaient des pneus pleins. Oui. On parlait en ancien franc. Oh là là, Clémenceau était encore vivant, pas vrai, C'était le bon temps, hein, monsieur Amadou? Tout à fait. Ah oui. Il est mort en 29. Ah bah tiens, on est rendu sur voilà. Dites donc, il a attendu que vous naissiez pour mourir. Oui, alors, Courteline et Clémenceau sont morts en 29, oui, pratiquement, donc, vous voyez, Ils sont morts ensemble, ça a dû faire jaser, non? et nous sommes nés pratiquement avec Pierre Bellemare ensemble, c'est ça qui est Et fort. Danielou est mort en 69. Et Lou Zigoto aussi, hein, il est toujours de 29, lui aussi là-bas. Mais oui, le mais petit c'est bonhomme qui est derrière la table. Là. C'est le cadet. Oui, c'est le cadet. C'est le cadet de Pas nous- de nos de nous soucis, trois, c'est mais le c'est cadet. le cadet. Voilà. Tout le monde avait compris, hein? Vous vous souvenez quand vous étiez l'époux de Jodie Foster? Oui. Belle personne, hein? Oui, effectivement, c'était d'abord très agréable de la rencontrer. Et puis... Elle parle merveilleusement le français, en plus, hein? C'est sa langue maternelle, quasiment. Je crois que sa mère est française. Donc elle fait... Et c'était sur un long dimanche de fiançailles. Et elle s'est même endormie dans mes bras. C'était très, très agréable. c'est sympa. Parce qu'elle était en jet lag. Elle venait directement des États-Unis. Et on avait donc une scène où on était tous les deux dans un lit, et elle m'a dit ça t'ennuie pas si je m'endors contre toi? J'ai dit non, pas du tout. Oh là là. Dur Difficile, métier, hein. difficile de résister à la tentation. Dur métier, Elle hein. dormait quand même. Oui, hein. oui. Là, justement. C'est le moment où jamais. C'est le bilinguisme le plus parfait, ça c'est certain. Elle parle un américain parfait, donc et un français parfait, c'est très rare. Sans aucun accent dans les deux sens. Elle ronfle quand elle dort, non? Parce que ça gâcherait un peu le... C'est rare, très rare. Je ne vous le dirai pas. C'est Jassa Guitry disait, on pense que les comédiens couchent toujours avec des comédiennes. Il ajoutait, eh ben c'est vrai. Mais on a raison de le penser. Hein? C'est vrai que bon, c'est la paresse sociale aussi, hein, des gens. Oui, mais c'est aussi le fait de partager des émotions ensemble, d'avoir comme ça on se met dans des états, on se regarde dans les yeux. Il y a effectivement il y a de l'électricité qui passe, et donc parfois on peut céder à ça, évidemment. Et alors très souvent, c'est des couples qu'on a d'abord formés pour des besoins professionnels qui deviennent des couples privés. Oui, oui. Ça se passe pareil dans c'est les mon cas. Vous avez déjà vu une actrice épouser un égoutier, par exemple? Ça se passe dans tous les métiers, pareil. Il n'y a pas d'égoutière. Écoutez, on travaille depuis 10 ans ensemble, je vous ai jamais manqué de respect, hein. Une petite main, une fois, quand même. Le nombre de couples célèbres qui se sont formés comme ça est étonnant. Oui, oui. Regardez Bardot, par exemple, elle a connu tous ses chéris, elle les a connus devant une caméra d'abord. Hein. Oui, mais je pense que c'est des circonstances qui sont extrêmement favorables. C'est de la conscience professionnelle, non? Mais oui, il y a des moments forcément où ça se confond, puisque on est surtout au cinéma, où on est toute la journée le personnage. C'est pas simplement le moment où on passe la ligne des coulisses à la scène, comme le soir au théâtre, par exemple. C'est toute la journée où on marche, on circule, on a des gestes, on est imprégné du personnage. Donc effectivement, quand on a une relation d'amoureuse à jouer avec quelqu'un, cette personne-là aussi elle aussi est toute la journée dans cette sensation-là. Qu'est-ce qui fait l'amour? Les êtres véritables ou les personnages? C'est là où justement le passage se fait. Enfin, quand il doit se faire, hein, c'est pas non plus c'est pas à chaque fois quand même, heureusement. Mais quand il y a effectivement une affinité qui va un petit peu au-delà de ce qui est en jeu dans les personnages, eh ben, il y a encore plus de trouble de découvrir que derrière les personnages, les vraies personnes sont également troublées, quoi. Il y a très peu de curés qui épousent des bonnes sœurs, et pourtant ils sont dans la même boutique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pense que ça existe. Ils le disent pas. Oui, peut-être qu'ils le disent pas. Je pense que ça existe aussi. Enfin, au cinéma, on n'est pas seul. Il y a toujours une équipe technique. On n'est jamais dans l'intimité. Oui, mais ça se fait pas devant l'équipe technique, quand même. Quand Printemps a rencontré Freinet, elle était avec Guitry, et Freinet était avec Bovy, je crois. Et Guitry a téléphoné à Bovy
en lui disant « Madame, je vous appelle parce que je ne voudrais pas que vous sachiez par d'autres que nous le sommes par eux. » Magnifique, non? Ah ouais, c'était de l'éducation, ça, hein. Alors, il y a Vélib, ça marche très bien, sauf que les gens qui habitent en hauteur, ils n'en trouvent pas. Parce que ceux qui font du vélo se laissent descendre volontiers, mais ne remontent pas. Et il y a eu les premiers morts, quand même, là. Il y a eu une dame, oui. Écrasée par un tramway, non? Non, écrasé par un chauffeur étranger qui n'avait pas sa carte de séjour et un permis falsifié. Ah oui, tout ça. Ah, il est en tôle. Et ivre mort. Non, alors je vous en prie, vous qui êtes des usagers frénétiques des 2 roues municipaux, bon, à Montmartre, allez jusqu'à la place du Tertre pour laisser votre vélo le soir. Oui, non, mais le soir, il y a des camions qui remontent. Hein. Le théâtre des 2 ânes n'est pas sur la butte, hein, il est en bas, donc ça monte pas trop. Ça, c'est une journée au Pérou, on n'a pas le droit de sortir. Alors on me dirait, c'est pas le Pérou, ben si, parce qu'on compte les habitants. Il faut qu'ils restent chez eux. Pour qu'ils s'enfuient. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et non, bien qu'ils sortent plusieurs fois, on les compterait chaque fois. Et donc, tout Péruvien qui sera surpris en train de sortir devra payer une amende. Ils peuvent quand même rester chez eux faire titi caca. Ah oui, bien. Ah ça également, c'est amusant. Ah, vous vous rejoignez tous les deux, là. Il m'a tout appris, Perronnet. Pavarotti a laissé des millions, mais hélas, des millions de dettes. Ah bon? Ah oui. 18 millions de dollars. Oui. Il a bien vécu, hein? Bah, il a bien vécu, puis il a été malade, et puis il avait un gros appétit. Ah oui, il mangeait gros, il a eu quelques frasques aussi. Alors du coup, la famille ne se dispute plus l'héritage. Bah oui. Vous vous souvenez du film Tanguy? Ça vous dit quelque chose? Tanguy et la verdure. Non, Tanguy, le petit gars qui reste chez ses parents jusqu'à 30 ans. Celui-là, oui. Voilà. Ça se passe en Italie. On les appelle pas des Tanguy, on les appelle des bamboccioni. C'est-à-dire des enfants qui, presque à l'âge mûr, s'incrustent chez leurs parents. Et c'est pas normal. Alors pour les inciter à quitter le foyer parental et à fonder à leur tour un foyer basé sur le respect mutuel du couple, bien sûr. Et on leur donne 1000 €. Si tu t'en vas chez papa et maman, t'as droit à 1000 €. Ça fait un mois de loyer, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, oui? Eh ben, il va aux putes et puis il revient chez papa et maman après. C'est logique. Ouais, c'est bien. C'est la base de départ. Voilà. C'est le bon. Oui. Parce qu'ils ne se marient pas, ils ne deviennent pas autonomes et ce ne sont pas des consommateurs à part entière. La princesse Margaret aurait eu un fils avec Peter Thomson, vous vous souvenez? Très bien, pilote de chasse de la RAF de la bataille d'Angleterre. Oui. Et un très beau couple. Mais il était divorcé. À l'époque, la raison d'État était plus forte que l'amour. Oui, il était divorcé. C'est celle qui est morte alcoolique. Oh, alcoolique. Comme toujours dans la famille royale. Oui, c'est ça. Pas plus que... pas plus que la mamie. Pas plus que sa mamie. Et la mamie, elle avait vécu jusqu'à 102 ans. 102 ans avec une bouteille de gin par jour, quand même. Essayez d'en faire autant, monsieur Perroni, vous verrez. Et l'alcool conserve les viandes. Et donc, il ferait quoi, le grand-fils, alors? Le grand-fils, alors, bon... Il a quel âge? Oui, ça, il ferait quel âge maintenant, à ce grand Il a 45 ans. Ah oui. Ah, pas plus. Et il est guide à l'île Moustique. Oui, et il réclame, tenez-vous bien, il réclame un examen ADN. Ah bah oui. Enfin, il y en a un. Oui, parce qu'on n'est pas sûr. Ben non, mais pour prouver qu'il descend bien de ses parents. Elle se serait bien cachée pendant cette période où elle était enceinte. Parce que quand même, là... Elle avait une ceinture ventre plat. Ah non, mais attends, il y a 45 ans, il n'y avait personne à l'île Moustique. Oui. Tiens, encore un. Auquel cas, il pourrait Il ne pourrait pas y avoir de photographe, là-bas. Alors, il serait, tenez-vous bien, si on reconnaissait la filiation, 12e dans l'ordre de succession au trône. Oui. Les frasques, il y avait sur les frasques, comme ça, il y avait une histoire qui faisait beaucoup rire les Américains dans les années 60, un avion qui atterrit, et l'hôtesse de l'air dit, mesdames et messieurs, nous allons atterrir sur l'aéroport de Washington, vous voulez éteindre votre cigarette, redresser le siège de votre fauteuil, et dans le fond de l'avion, s'il vous plaît, le sénateur Kennedy voudrait-il avoir l'obligeance de remettre l'hôtesse en position verticale?
On parle beaucoup cinéma dans les grosses têtes de l'été puisque l'invité d'honneur est Jean-Pierre Daroussin. Il venait parler du film Le Cœur des Hommes 2. C'était le 22 octobre dernier dans le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard, Pierre Bellemare, Philippe Chevalier, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et Jean Amadou. Monsieur Jules d'Orange vous demande... Au Moyen-Âge, à qui conseillait-on de boire du vin blanc dans lequel on avait fait fermenter un lézard? C'était pour lutter contre une maladie? Un filtre d'amour? Non, pas un filtre d'amour, mais... Pour guérir d'une maladie? Alors, pour guérir une maladie, c'est... Les impuissants? L'acné juvénile? Non, mais ça se place sur le visage. La petite vérole? Non. La rougeole? Non. Le priapisme? Non. Sur le visage. Sur le visage. Ah, bah j'ai pas entendu, moi. Tu sais, parfois on peut avoir la tête dans le cul, hein. Le priapisme sur le visage, c'est Pinocchio qui a le nez salon. Avoir des poils sur de la barbe? Alors non, justement. Ne pas avoir de barbe? Non, faire tomber la moustache? Il s'agit justement du système pileux. Du système pileux supérieur. De faire pousser les cheveux. Pour empêcher la chute des cheveux. Les chauves. C'est-à-dire que vous vous badigeonnez le crâne. Oui, avec du vin blanc et du lézard. Du vin blanc et du lézard, et vos cheveux repoussent. Et les cheveux repoussent. Eh oui, moi je fais ça tous les matins. Bah oui, c'est pour ça. Vous le faites chez vous, c'est du... Oui, uniquement ça. C'est du lézard ménager. Oui. Il y a d'ailleurs une chanson comme ça. Si tu voulais badigeonner mon lézard, chanson bien connue du répertoire français. Si tu voulais badigeonner mon lézard. Oui, bien sûr. Voilà. Ça va toucher les jeunes, là. Ça va plaire. Bon, c'est la chanson préférée de Clémenceau. Oh, ça doit coller chronologiquement. Hein. Question de Monsieur Maury. Que firent Édipe et sa mère Jocaste en apprenant qu'ils entretenaient une liaison incestueuse? Lui, il s'est crevé les yeux. Ah bah oui, ils sont suicidés. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crevé la dalle. Elle s'est mutilée. Elle s'est pas jetée de... Elle s'est dans le volcan. Non. Elle lui a dit on s'en fout, mais ça. Non. Elle s'est pas jetée dans le volcan parce qu'il n'y avait pas d'avion pour l'Oregon. Mais dans un fleuve. De la roche tarpéienne. Elle a quand même... Non. Elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Oui. Mais comment, par le gaz ou comment? Oui, c'est ça, oui. Elle s'est noyée, elle s'est jetée dans la mer Égée. Non. Ah oui. C'est joli pourtant la mer Égée. Elle s'est ouvert les veines? Non. Bah dites donc. Elle s'est percé le cœur. Non. Elle s'est éventrée. Non. Elle s'est pendue. Elle s'est pendue. Voilà. Enfin, quelqu'un pour remettre les choses à leur place. Un peu de... La pauvre Jocaste s'est pendue. Oui. Voilà. Et en même temps, elle a dit je me pends et je me repens. Voilà. Non, elle a dit d'abord je me repens, et ensuite elle s'est pendue. Oui, parce qu'après, effectivement. Et lui, il s'est crevé les yeux, lui. Ouais. Bah oui. Bah oui, pour pas voir sa misère. Un coup de fourchette à escargot. Que signifie, demande Monsieur Pasquale de Paris, l'expression rhabiller le gamin? C'est remettre dans le verre. Remettre le coup dans le verre. Resservir à boire. Vous le connaissiez, ça? Oui. On rhabille le gamin. On dit aussi, attends pas qu'il prenne froid, rhabille le gamin. Mettre la phrase complète. Phrase complète, oui. Puis si vous êtes bien servi, dit hop, pas plus haut que le noir de l'ongle. C'est des phrases comme ça. Ah, mais tu les connais bien, hein? Ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Pas plus haut que le noir de l'ongle, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le langage des bistrots? Attendez, qu'est-ce qu'il y aurait? La mouche au fond du verre. Ah oui. T'attends que les mouches s'assomment au fond du verre pour dire qu'il faut rhabiller le gamin. Remets-nous la face B aussi. Ah, la face B, oui, ça j'avais oublié. Ah oui. Il y a aussi quand les verres Duralex ont une espèce de petit dessin en haut, c'est oh là là, pas plus haut que l'architecture. C'est bien de faire une émission avec des poivrons. On apprend des trucs. Bah oui, au moins t'apprends quelque chose. Bah voilà. Si vous êtes en vacances, n'oubliez pas de faire fonctionner votre matière grise. Mais oui, en préparant quelques questions et histoires drôles pour les grosses têtes de la rentrée. Sachez que vous pourrez gagner 300 € si vous collez les sociétaires des grosses têtes de Philippe Bouvard avec donc 7 questions de culture générale et 100 € avec l'histoire drôle du jour sélectionnée par Sébastien. Alors préparez la rentrée dès à présent en envoyant votre courrier à RTL Les Grosses Têtes, 22 rue Bayard, 75 008 Paris ou rtl.fr. Je vais maintenant demander à un de nos grands amis, Robert Hossein, d'éclairer notre lanterne.
Robert Hossein, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle parce que deux bruits sont revenus à nos oreilles. Le premier, vous auriez proposé un rôle de religieuse. Non, j'ai rien proposé du tout. Je vous le mets tout de suite à l'aise. Avant de démentir, laissez-moi donner la fausse information. Ah bon, d'accord. Alors, je lis, et c'est paru dans un journal tout à fait estimable, honorable. Vous avez proposé à Bernadette Chirac un rôle dans votre spectacle sur Jean-Paul II. En plus, c'est dans la bouche de Bernadette Chirac, hein. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non. D'accord, je ferme ma gueule, d'accord. Non, parce que je sens que vous allez tout casser. Oh non, dites pas ça. Vous savez, aujourd'hui, on a intérêt un peu à fermer nos gueules, hein, quand on voit ce qui se passe. Nous, avec les spectacles à Paris en ce moment, vous devrez savoir qu'entre les matchs de rugby et les grèves, les théâtres n'ont pas toujours été servis, hein. Ça, c'est vrai. Donc, vous proposez à Madame Chirac de jouer le rôle d'une religieuse. Alors, une autre rumeur, mais celle-là, ça n'est pas de sa bouche que nous la tenons, c'est que vous vous êtes pas entendu sur les cachets parce qu'elle a... Quelle merveille! Elle a un homme à nourrir maintenant et il a un gros appétit. Oh non, ce sont des gens charmants, modestes. Non, pas du tout. Moi, j'aime bien. Alors non, la vérité, vous la voulez? Oui. Eh ben, je vous l'offre. Eh bien, tout simplement, un jour que nous discutions de la vie et de l'hommage que nous allions rendre à Jean-Paul II, eh bien, c'est arrivé par l'intermédiaire d'un journaliste, et je peux même vous citer son nom aussi, qui était M. Henri-Jean Servat. Hein. Il a fait plusieurs livres et maintenant il faisait aussi Bernadette Chirac. Et elle lui a dit qu'elle jouerait volontiers, c'était avant les élections, volontiers dans un spectacle, un rôle humaniste, etc., mais court. Et il se trouve que Alain Decaux avait écrit le rôle d'une sœur des Ursulines qui avait été envoyée devant le cardinal Wyszynski, et c'était une scène humaniste très très belle sur l'histoire de la contraception. L'avez-vous, oui ou non, proposé à Bernadette Chirac? Non, je lui ai... Quand elle a manifesté ce désir, on lui a dit: êtes-vous prête à jouer ce personnage qui fait 10 minutes, qui est court? Et elle a répondu tout à fait, absolument, etc. Et voilà, puis, au lieu de démentir, vous avez confirmé. Mais pourquoi? J'aurais été très ravi qu'elle fasse... Oh non, vous êtes dur avec moi, là, Philippe. J'aurais été ravi qu'elle accepte de faire, mais elle ne serait pas venue tous les soirs, obligatoirement. On était d'accord sur rien d'autre que le principe de pouvoir dire ce serait bien, elle était très touchée, elle voulait le faire, etc. C'est formidable, écoutez. Mais, oui. Vous imaginez? Et elle aurait eu 3000 spectateurs, comme on a eu par exemple hier après-midi, et qu'il l'aurait acclamé. Mais je veux dire que, bon ben voilà... Et elle aurait eu le cachet en pièce jaune? Ah non. Elle prenait pas de cachet. Elle n'aurait pas pris non seulement de cachet du tout, elle aurait dit oui, elle aurait joué un soir peut-être, je sais pas, mais venir tous les soirs jouer. Le personnage était très humain, court, et ça l'a beaucoup touché car elle m'a dit, dans un spectacle sur la vie de Jean-Paul II, c'est un rôle muet où il y avait du texte? Une belle scène merveilleuse sur la contraception, écoutez bien ce que je vous dis. Ça, avec Chirac, on a pris la pilule. Ah bah ça va, d'accord. Et alors je vais vous dire autre chose. Et dans cette scène magnifique, elle se plaignait en disant qu'elle demandait au cardinal que le fait de ne pas admettre la contraception était quelque chose de terrifiant, car elle avait une sœur qui avait 6 enfants et qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir élever 6 enfants, mais avec la contraception, c'était totalement interdit, etc. Non, c'est un spectacle assez violent, hein, assez passionné. Il y a une très belle histoire qui se passe sous l'Ancien Régime. Au cours d'une guerre, comme ça, un prince arrive dans un couvent, dans un pays conquis. Il convoque la mère supérieure, il fait « Bon, je vous préviens, ce soir, je vais me faire une nonne. » Il dit « Monseigneur, vous pouvez pas, c'est... Pensez à Dieu. » « Mais je pense à Dieu, on est vendredi, trouvez-moi une maigre. » Écoutez, j'aurais au moins participé à votre merveilleuse émission
en plaisantant un peu, et vous voyez, ça fait rire déjà toute la salle. Et vous nous avez offert un des plus beaux démentis que la radio ait jamais diffusé. Non, elle a accepté de le faire. Mais voilà. C'était avant les élections. Oui, mais bon, il s'en est fallu de très peu pour qu'il y ait son nom sur l'affiche et sa présence sur scène. Merci et bravo, Robert Hossein. Et je vous aime et je vous embrasse et je vous dis merde. Ça commençait mal, pourtant, notre conversation. Mais bon, il suffit d'attendre un peu pour qu'une fausse nouvelle devienne vraie. Vous vous souvenez d'un journal d'opposition qui avait annoncé la mort de De Gaulle 1 an avant que ça se produise réellement, et le jour où il est mort, ils ont commencé le papier en disant « Comme nous avons été les premiers ». Question de Monsieur Loret. Quelle est la table dont la longueur est obligatoirement le double de la largeur? Le billard. Ping-pong. Le billard. Le billard. Ah, le billard. Exactement. Le billard. Le ping-pong, ça va être pareil. Non, c'est le billard. Je ne sais pas. En tout cas, le billard, c'est certain. En tout cas, c'est le billard. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et c'est une très mauvaise table, parce qu'on a essayé de faire des billards qui font table. Alors ça, c'est moche. Et ça, c'est épouvantable, parce que c'est pas la bonne hauteur du tout. Il faut très mal installé. Il faut débarrasser la table. C'est trop petit. Question de Monsieur Germain de Donnery. Dans les aventures de Tintin, quel est le prénom du capitaine Haddock? Archibald. Archibald. Bonne réponse de Péroni. Ah bah non, mais c'est connu. Question de Monsieur Porta. Qui est l'auteur des dialogues du film La Grande Bouffe? Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Péroni. Vous êtes étonné, Monsieur Daroussin, mais on répète ça avant l'émission. C'est Francis qui a fait cette c'est incroyable. Quand j'avais vu ça, son nom sur l'affiche, je croyais avoir rêvé. Ben non. Tous les dialogues. Ah oui. Parce c'était tout à fait sur la fin de sa vie, parce qu'il a fait ça. Oui, exactement. Oui. Question de Monsieur Amorin de Nantes. Statistiquement, quel est le moyen de transport le plus sûr dans le monde? L'avion. Non. Le chemin de fer. Le chemin de fer. Non. Le Vélib. Non. Le vélo. La marche à pied. La moto. Non. La voiture. Le ballon. Non. Il reste le bateau. Les patins à roulettes. Ah, il ne reste pas que le bateau. Il y a quelque chose à quoi vous n'avez pas Le dirigeable. Le sous-marin. Non. Le train, on l'a dit? Oui. Bon. Ah, on a dit le train. Tu ne suis pas, hein? Ah non, mais de temps en temps, j'ai des coups de flou, ça peut arriver. Ça transporte dromadaire. chaque jour des millions, le métro, des millions de gens, le bus, le chameau, des millions de gens, généralement en milieu urbain. Ah ça, en milieu urbain, donc c'est pas l'autobus. L'autobus. Non. Le pouce-pouce. Le taxi. Non. Le métro. Bah alors. En milieu urbain. Bah, en milieu urbain. Le tramway. Non. Bah non, il n'y a pas. Le trolleybus. Non. Les patins à roulettes. Le roller. La patinette. Non. Le vélo. Non, on l'a dit. Bah tout de suite. La mobilette. Non. Le tramway. Non. Le scotter. Je suis sûr que vous-même, vous y sacrifiez plusieurs fois par jour. On se rapproche. L'escalier roulant. L'escalier roulant. On se rapproche. L'ascenseur. Mais oui, l'ascenseur. Oh oui, mais ça, c'est une question... C'est une question un peu piège. Oui, ça alors. C'est tordu. Je me suis plus souvent trouvé coincé, bloqué dans un ascenseur que dans un avion qui tombe, moi, C'est pas personnellement. vraiment un moyen de C'est pas un moyen de transport, c'est un moyen ascensionnel. Ah, si, c'est un moyen de transport. Il vous transporte du rez-de-chaussée au 6e étage. Ah si, ça, c'est pas tout. Moi, quand je vais de ma cuisine à ma salle à manger avec mes patins, c'est aussi un moyen de transport. Mais oui, mais on ne vous dit pas le contraire avec. Ben bien sûr, c'est logique, oui. Je suis sûr que les patins, ça devrait être comptabilisé. À roulette? En milieu rural. Est-ce que vous avez acheté Est-ce que vous avez acheté mes patins à moi, les miens? Non, mais non, Ceux que je vends. il faudrait que vous me donniez l'adresse, monsieur. Oui, on va prendre. Je vais vous faire une démonstration. C'est comme les tables de billard. En revanche, le patin sur la moquette n'a aucun effet. Zéro. Dans quelques minutes, toute l'actu avec RTL Soir présenté par Daniel Ferrin. Mais avant ce rendez-vous, place à Philippe Bouvard et à ses grosses têtes de l'été. Pierre Bellemare, Philippe Chevalier, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jean Amadou. L'invité d'honneur, Jean-Pierre Daroussin. C'était une émission qui était diffusée, rappelez-vous, le lundi 22 octobre dernier. Ici, donc à RTL, dans le grand studio. Et il venait pour parler du film Le cœur des hommes 2.
Maintenant, on va entrer en communication avec l'Académie française, enfin avec une succursale. Jean Dutour, bonjour. La succursale est fermée. Oui. C'est le Viagra. Allô? Vous savez que le Viagra rend sourd? Vous pouvez rester, vous savez, Emilio, vous pouvez rester, Non, je le viendrai. Bonjour, Emilio. Oui. Ouais, C'est un livreur de pizza, non? ah ben on m'attend, là, on m'entend. Oui, Oui, ça, oui, on Il n'y l'entend. a plus de vie privée avec vous. Quoi, Emilio, c'est le marchand de vin, non? il y a une demi-heure qu'on vous entend. Oh, c'est pas vrai. Ah si, si. Et je vous dis pas tout ce qu'on a entendu, hein. Oh, ben je le sais aussi bien que vous. Ah, dites donc, vous en faites de belles, hein. Question de Madame Cassagne. Quelle proposition de loi fut déposée le 30 mai 1791 par Robespierre? La terreur à l'ordre du jour. Ah non, non. 91, non. 91, Robespierre. La fête de la Fédération. Non. L'arbre de C'était la- d'ailleurs pas la fête de la Fédération, c'était la fête de l'être suprême. L'arbre de la liberté. Le divorce. Non. Il avait proposé quelque chose et il se serait bien trouvé si cette loi avait été adoptée. La loi contre la peine de mort. Oui. C'était l'abolition de la peine capitale. Ouais. Il avait senti le vent, hein. Bah, c'était un vent qui soufflait en tempête. Bien, bah, c'est une bonne réponse. Ouais. Bah, vous l'avez entendu, cette bande. C'est Emilio qui vous l'a soufflé, non? Emilio, il vient de partir. C'est pas vrai. Ouais. J'espère que c'est pas nous qui le chassons. Ah bah, si j'avais été avec la petite Émilie, vous m'auriez dérangé quand même. Ah bah oui. Question de Madame Cauchois. Pourquoi aucune messe de minuit ne fut célébrée pour le Noël de 1906 en France? À cause de la séparation de l'Église et de l'État. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. On venait de voter cette loi et tout le monde n'était pas d'accord. Ben c'est très bien, hein. Même quand Emilio est parti, hein, faites encore le poids. Et qui était président du Conseil en 1906, cher Clémenceau. Non, c'était Clémenceau. C'était Vacombe. C'est fou, il a été combien de fois ministre, Clémenceau? Oh, pas souvent. Il a été ministre de l'Intérieur, après président du Conseil, et il est redevenu président du Conseil en 1917, mais autrement... Il a été ministre du charbon, c'est Clémenceau à charbon. Ça, c'est indigne. Oui. C'est indigne. On sent que vous êtes fatigué, hein. Vous savez que la boisson n'excuse pas tout. Hein. Merci, monsieur Dutour. Ah, ben, tout est à votre disposition, monsieur. Question de Madame Douchy de la Varenne, c'est la dernière citation, qui a dit « Nous ne devons épouser que de très jolies femmes si nous voulons qu'on nous en délivre. » Guitry. Ben oui, c'est Guitry. Et il l'a fait d'ailleurs. Oui, il l'a fait. Et il a réussi son coup. Ben, c'était une bonne réponse conjointe de Mabille et de Péroni. Alors j'espère que l'histoire envoyée par Monsieur Chaban de Saint-Lô va déclencher le fou rire. En tout cas, elle a deux mérites. D'abord, elle est très courte, et ensuite, elle va être racontée par Philippe Chevalier. Voilà, ça fait quand même deux avantages incontestés. Alors, ce sont deux amis qui s'étaient perdus de vue qui se retrouvent. Oh, Robert! Bah Michel, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu deviens? Toujours agriculteur? Oh non, c'est fini, maintenant je suis vitrier. Ah bah quelle reconversion, dis donc, et pourquoi ce changement? Oh bah c'est simple, ma femme ne voulait plus que je laboure, alors maintenant je mastique. C'est une des meilleures que vous ayez racontées. Ah oui. C'est pas une des meilleures qu'on ait entendues. Je regrette de ne pas l'avoir inventée moi-même. Évidemment, Un beau petit chef-d'œuvre. vous connaissez évidemment ce qui est arrivé à la femme qui avait confondu le mastic et la vaseline. Non. Ben, tous ses carreaux sont tombés. Elle est meilleure. Elle est bien meilleure. Soit dit sans vous offenser, monsieur Chevalier. Eh bien, un grand merci à Jean-Pierre Daroussin d'être venu parler du Cœur des Hommes 2, puisque c'est ainsi que le film de Marc Esposito s'intitule. Et on lui souhaite une carrière encore plus brillante qu'au premier. Merci, bravo, à demain.
Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.